Bonjour à tous. Alors, on vous laisse vous avancer doucement vers la Masterclass 2 pour ceux qui souhaitent prendre part à ce temps d'échange entre nous. Et j'ai donc le plaisir d'introduire les animateurs de cette masterclass. Masterclass consacrée à un sujet fortement mobilisateur pour notre communauté de conseillers numériques France Service, puisqu'on est ici pour partager autour de l'accompagnement des publics en situation de forte précarité. On va donc parler de personnes sans abri, de publics en grande fragilité face à des démarches d'accès aux droits, de réfugiés, de sans-papiers. Et l'objectif de cette masterclass, c'est de nous donner collectivement l'occasion de mieux appréhender la diversité des publics dont on va parler, la diversité des précarités auxquelles on va avoir affaire, qui peuvent être des précarités économiques, sociales, de la vulnérabilité administrative. Ça va être également l'occasion pour nous de partager autour des postures peut-être qui sont adaptées à ce public, autour des outils, vous allez nous en présenter certains, autour peut-être de méthodes pédagogiques particulières à mettre en œuvre pour ces publics. Ce sera également sans doute l'occasion d'aborder la nécessaire articulation entre l'accompagnement social et la médiation numérique sur ces cibles de public très spécifiques. Et puis enfin, l'objet, c'est d'arriver ensemble à identifier des pistes pour faire ensemble, justement, pour faire commun autour de cette thématique-là. Et aujourd'hui, donc, pour aborder ces différents sujets, j'ai le plaisir d'être entourée de plusieurs co-animateurs, en particulier pour commencer de Marie Pédonne, qui est donc la responsable du pôle de formation chez Reconnect, qui est également alors coordinatrice de coordinateurs de conseillers numériques France Service. Au final, Marie, quand même, arrive à échanger avec une communauté de près de 75 conseillers numériques France Service à travers le groupe SOS. Elle va donc nous faire part de son retour d'expérience sur l'accompagnement que nos conseillers numériques France Service délivrent donc au quotidien dans le cadre de sa structure auprès des personnes en situation de rue. Elle nous parlera également d'outils spécifiques développés par Reconnect. Nous aurons ensuite la chance de bénéficier d'un retour d'expérience en binôme, puisque nous avons à la fois Sophia Jamal et Michael Terrier, qui sont respectivement directrice adjointe solidarité de la ville de Saint-Germain-en-Laye, et Michael, qui est donc le conseiller numérique France Service au CCAS de la ville. Grâce à leur double témoignage, on aura à la fois une vision stratégique sur la politique d'inclusion numérique développée par la ville, sur ses enjeux, sur les partenariats qui sont développés, sur la feuille de route, sur l'approche transverse, j'imagine, de la transformation numérique dans votre collectivité. Et puis, Michael nous donnera à voir du concret, puisque c'est Michael qui est l'interface avec les publics vulnérables qu'il rencontre quotidiennement au CCAS. Et enfin, nous terminerons cette masterclass avec un témoignage là aussi et un retour d'expérience en duo, encore une fois, d'Hugo Stéphane et Nour Alaskani. J'espère que je n'écorche pas votre nom, voilà, qui sont les cofondateurs de réfugiés.info et qui vont partager avec nous voilà, une démonstration de cette application et également nous faire part d'un certain nombre d'enseignements d'une étude de la délégation interministérielle à l'accueil et à l'intégration des réfugiés. Je vous ai tout dit et sans plus attendre, je leur passe la parole. Juste un point, puisque je suis également le maître du temps. On va laisser la masterclass se dérouler, les intervenants nous présenter leur présentation, et puis à la fin uniquement, on aura un temps d'échange et de questions avec la salle. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne masterclass. Donc, avec la parole à Marie. Bonjour à tous. Du coup, je passe le PowerPoint en même temps. Donc, juste pour recontextualiser un petit peu, donc, moi, je suis partie d'une association qui s'appelle Reconnect, qui est une association qui fait partie du groupe SOS. Et donc, un petit peu pour vous expliquer dans quel contexte moi je travaille, nous, l'idée, c'est de développer des outils et des solutions numériques
pour favoriser vraiment l'insertion des personnes en situation de précarité. Donc voilà, aujourd'hui, on a un certain nombre de structures partenaires, de professionnels du secteur social qui utilisent nos outils et de bénéficiaires aussi, donc, qui sont en situation de précarité, qui utilisent nos solutions. Donc c'est aussi dans ce contexte-là que je viens témoigner aujourd'hui. Donc voilà, chez Reconnect, on a donc nos solutions numériques, un coffre-fort numérique, un outil métier d'accompagnement social, mais également du coup toute une partie formation qu'on a appelée accompagnement numérique des personnes en situation de précarité. Et donc dans ce cadre-là, on coordonne les conseils numériques France Service du groupe SOS qu'on accompagne du coup dans leur mission. Je reviendrai juste après sur le coffre-fort. Je vais un petit peu introduire ça différemment. Donc aujourd'hui, au sein du groupe SOS, on a recruté 75 conseillers numériques du coup, qui sont répartis sur 12 régions différentes. Et du coup, on a 8 coordinateurs qui vont les accompagner dans leur mission. Et donc moi, pour recontextualiser, j'accompagne ces coordinateurs au niveau national. Aujourd'hui, au groupe SOS, on a accompagné à peu près 8000 bénéficiaires à travers le travail de ces conseillers numériques. Pourquoi je témoigne aujourd'hui? C'est parce qu'au sein du groupe, du coup, on a des conseillers numériques qui sont dans beaucoup de structures différentes, avec des publics très, très, très diversifiés. Ça va de... j'ai essayé de les lister, mais je pense que c'est pas tout à fait exhaustif, mais des personnes en situation de handicap, des personnes âgées, des personnes réfugiées, des jeunes, des femmes victimes de violences, et notamment, en fait, des personnes en situation de très grande précarité à la rue, et qui sont souvent hébergés dans des centres d'hébergement d'urgence. Et donc ces conseillers numériques, ils accompagnent au quotidien ces différents bénéficiaires. Donc moi aujourd'hui, je vais vous parler plus spécifiquement des personnes en situation de très grande précarité, parce que c'est un gros enjeu pour nous, puisque c'est des personnes qui ont quand même des problématiques déjà très diversifiées. Donc les personnes à la rue, c'est pas que des personnes qui ont des problématiques financières. Parfois, il y en a qui ont des problématiques psychologiques, des problématiques au niveau des maladies, de santé, mais aussi d'insertion sociale, de liens sociaux, mais aussi d'insertion professionnelle, tout simplement. Donc, c'est aussi un enjeu pour les conseillers numériques de vraiment accompagner chacun de ces publics de manière différenciée. Je m'explique. Souvent, les personnes à la rue, l'utilisation du numérique, ça va être pour faire des démarches administratives. C'est vraiment le besoin premier, c'est l'urgence. C'est je dois débloquer ma situation administrative pour avoir mes aides. Mais en fait, accompagner sur une démarche administrative, c'est bien. Et c'est ce que, du coup, la demande première auprès de nos conseillers. Mais c'est très difficile, du coup, d'accompagner sur le long terme des bénéficiaires et qui s'autonomisent vraiment sur un outil numérique. Corrélé à ça, bien sûr, il y a la problématique de matériel, puisque les personnes qui sont à la rue, souvent, n'ont pas d'ordinateur. Donc, il y a aussi tout l'enjeu de savoir est-ce qu'on forme quand même des bénéficiaires sur un ordinateur, même s'ils n'en ont pas accès, ils peuvent parfois se rendre dans des lieux où il y en a un, ou est-ce qu'on favorise la prise en main, par exemple, d'un smartphone pour faire ces démarches administratives, puisque c'est quand même plus facile, et on sait que maintenant, il y a beaucoup de personnes à la rue qui ont tout de même un smartphone. Donc il y a toutes ces questions qui se posent. Nous, la logique, c'est un petit peu de faire ce dont le bénéficiaire a besoin. Donc si le bénéficiaire a un smartphone et qu'il se sent à l'aise à faire ses démarches sur son smartphone, on va le faire comme ça. S'il ne se sent pas à l'aise et qu'il connaît un lieu où il peut utiliser un ordinateur, on va l'aider à prendre en main un ordinateur. Je parlais du coup du fait que c'est difficile de suivre un bénéficiaire dans le temps, mais c'est aussi difficile de les capter, puisque comme ils ont des difficultés très différentes, on va avoir du coup besoin souvent des travailleurs sociaux en fait, qui vont être le lien entre le bénéficiaire et le conseiller numérique. Les personnes à la rue, c'est des personnes très méfiantes, c'est des personnes souvent qui ont du mal à faire confiance, à être accompagnées. Et du coup, voir une nouvelle personne qui est arrivée dans leur structure en disant « Oh, voilà, ça c'est le conseiller numérique », en fait, s'il n'y a pas de lien qui est fait entre le travailleur social et le conseiller numérique de lien entre le bénéficiaire et le conseiller numérique qui est fait par les travailleurs sociaux, ça devient très compliqué pour le conseiller numérique de vraiment capter les publics. Donc ça a été aussi un gros enjeu pour nos conseillers numériques de vraiment arriver à faire le lien et de se faire identifier en fait dans les structures.
Une autre problématique du coup qu'on a vue, c'est comment en fait capter ces publics autres que par les démarches administratives qui sont un besoin urgent mais pas sur le long terme. Du coup, comme solution, nos conseillers numériques, ils ont été hyper ingénieux et ils ont souvent trouvé des solutions alternatives pour un petit peu dédramatiser l'utilisation du numérique. Je pense que tous les conseillers ont vu ça aussi au sein de leur structure de manière différente. Mais ça a été très, très révélateur dans certaines structures où en fait, le conseil numérique proposait de l'aide aux démarches administratives et en fait, les personnes ne venaient pas parce qu'elles avaient peur, parce qu'elles ne savaient pas faire, qu'elles n'avaient pas confiance. Et en fait, par le biais de faire des cours de cuisine où on recherche une recette sur Internet, ça a été une première approche sur le numérique et apprendre à faire une recherche Internet. Donc voilà, ils ont trouvé pas mal de moyens d'un petit peu contourner cette barrière des démarches administratives et de proposer d'autres sujets de thématiques pour que ce soit plus accessible. Et du coup, j'en viens aussi à notre outil, le coffre-fort numérique, parce que le lien, c'est quand même que du coup, c'est un outil qu'on propose aux structures sociales qui permet en fait aux personnes en situation de précarité de stocker de manière sécurisée leurs documents, donc pour éviter qu'elles les fassent voler ou qu'elles les perdent, et du coup que ça engendre une problématique d'accès à leurs droits. Et donc cet outil, il est proposé avec une partie aussi accompagnement social par les professionnels, mais ce qui est très important, c'est que parfois c'est un outil que les travailleurs sociaux proposent, et en fait on s'est aperçu que ça leur permettait de faire une sorte de diagnostic aussi sur l'utilisation des publics du numérique. Donc est-ce que la personne, quand on lui ouvre un coffre-fort numérique, elle arrive à naviguer dessus, elle arrive à stocker ses documents dessus, est-ce qu'elle est autonome dans ses démarches et du coup elle peut facilement l'utiliser. Et en fait oui, non, et ça a été aussi du coup un tremplin et un moyen de faire un lien entre le conseiller numérique et le bénéficiaire via cet outil, puisque le conseiller il accompagne sur la prise en main de cet outil qui est quand même assez facile d'utilisation. Donc le but, c'était pas de faire une démo de l'outil. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. Mais l'idée, c'était vraiment d'expliquer qu'il y a aussi des choses qui existent et qui sont pas forcément innées, mais qui peuvent permettre de faire du lien entre différents acteurs dans une structure sociale ou dans une structure médico-sociale, entre des travailleurs sociaux, des conseillers numériques, des bénéficiaires. Et ça peut être tout simplement un outil qui est utilisé dans l'accompagnement social des personnes. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Alors, merci Marie. Non, on va donc passer la parole pour un témoignage. Avant des questions, donc gardez-les. En particulier si vous en avez sur des recettes, parce que depuis ce matin, on parle beaucoup gastronomie, je trouve. Je ne m'attendais pas à ça. Mais que ce soit Bélac ou chez Reconnect, c'est un angle d'approche fort, je comprends. Et on va donc enchaîner avec un témoignage en duo, sur le territoire et la commune de Saint-Germain-en-Laye. On vous laisse la parole. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, moi, je suis Sophia Jamal, donc je suis directrice adjointe à la solidarité pour la ville de Saint-Germain-en-Laye. On a souhaité faire cette présentation à deux parce que du coup, ce qui nous semblait intéressant, c'était aussi de présenter dans un premier temps le projet global d'inclusion numérique qui est développé par la ville. C'est un projet qui a été initié depuis 2019 en différentes étapes. Et puis, Michael Terrier sera plutôt, lui, sur la partie conseiller numérique et refera, comme le disait tout à l'heure Anne, fera un retour d'expérience avec un rapport d'étonnement notamment sur son action. Alors, je vous passe l'introduction. Alors, nous, sur la question de la précarité, en fait, on a axé plutôt sur les droits et les responsabilités élémentaires, parce qu'on est sur un territoire, en fait, de 44 000 habitants. Alors, Saint-Germain, j'ai essayé de vous le placer sur la carte. On est à l'ouest de Paris, donc c'est une ville plutôt, alors pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une ville plutôt aisée de manière globale, mais on a dans les quartiers nord une grosse proportion de HLM avec des personnes en situation de précarité, notamment économique. On a aussi une population âgée et très âgée assez importante qui se retrouve, elle, plutôt sur le centre-ville. Alors, je vous donne ces éléments parce que du coup, ça va aussi expliquer toutes les actions qui sont mises en place par Michael et pourquoi on a mis des permanences un peu partout sur le territoire où on a concentré des permanences
sur des quartiers. Les familles monoparentales, elles représentent 11% de la population. Et sur ce quartier, justement, Rotonde-Saint-Léger, donc ce sont les noms des quartiers, on retrouve donc une concentration de logements sociaux et le revenu médian est à 19 390. Je trouve que c'est important de donner ces éléments pour pouvoir comprendre en tout cas le projet global. Et en tout cas l'action qu'on mène nous sur Saint-Germain-en-Laye. Alors cette thématique d'inclusion numérique, alors moi je suis arrivée en 2019, ça m'a un peu surpris parce que justement on est sur une ville assez riche, hein, avec des revenus pour beaucoup assez aisés. Et du coup c'est vrai que ça m'a un peu interpellée. Et cette thématique elle a émergé de l'analyse des besoins sociaux. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'analyse des besoins sociaux, c'est un diagnostic qui doit être réalisé une fois par mandat par les CCAS, et qui permet de repérer un peu les besoins sociaux et notamment de développer la politique sociale de la ville. Donc cette thématique a émergé à travers des entretiens avec les associations sociales. On était dans la montée en puissance, notamment de la dématérialisation des démarches administratives. Et là se posait la question de l'accès aux droits, l'abandon et le non-recours aux droits pour certaines familles. Alors si l'ABS a relevé cette problématique, elle n'apportait pas d'éléments factuels, d'éléments chiffrés et des données statistiques en termes d'inclusion numérique ou sur la proportion d'outils utilisés par les Saint-Germanois. Du coup, on a procédé en 3 étapes. Alors moi, j'ai une formation en sociologie, donc du coup, j'ai utilisé un peu cette formation pour pouvoir mettre en place une étude précise de l'offre de formation à travers 3 outils, donc une enquête de terrain. Donc j'ai rencontré l'ensemble des partenaires du territoire, hein, qu'ils soient institutionnels ou associatifs. On a mis en place un questionnaire aussi à destination des administrés qui a été administrés, alors soit sur des événements festifs de la ville, soit par nos conseillères en démarche, donc ce sont nos agents d'accueil au sein du centre administratif de la ville. Et aussi des moments d'observation. Donc je me suis déplacée sur certaines institutions pour voir comment les usagers de ces administrations utilisaient notamment les bornes en libre service sur ces structures. Et tout ça, ça a donné une étude sur comment je pourrais dire ça, sur l'utilisation, voilà, du numérique sur la ville de Saint-Germain-en-Laye. La deuxième étape, c'était d'organiser des rencontres de l'action sociale autour de ces thématiques pour partager le diagnostic qui a été réalisé et puis notamment aussi de co-construire un plan d'action avec nos partenaires. Ça nous semblait extrêmement important pour que nos partenaires adhèrent aux actions qu'on pouvait mettre en place, de les associer et de partager ce diagnostic. Et ensuite, une 3e étape, donc c'est le déploiement des actions qui ont été mises en place depuis 2019. Alors, je vous ai mis quelques résultats de l'enquête de terrain. Donc, ce qu'on a remarqué, c'est qu'en fait, sur le territoire, on était sur un bon taux d'équipement. Donc, on était à 78%. Donc, c'était légèrement en dessous du niveau national. 2 tiers des interrogés ont recours à la e-administration. On constate aussi qu'il y a une corrélation entre le niveau d'études et l'utilisation du numérique. Mais ça, c'est des données aussi qu'on peut retrouver au niveau national. Sur notre population interrogée, les plus de 66 ans n'utilisent pas la e-administration. Il y a un manque de coordination entre les différents acteurs du numérique sur la ville. On a une proposition de formation, mais en fait, les partenaires ne se parlent pas. Et on a une déperdition en fait, de public qui serait intéressé par les formations. On a un manque d'espace numérique en libre accès. J'ai mis manque, mais en fait, il n'y en a aucun sur la ville. Pour une grande ville comme Saint-Germain-en-Laye, avec des moyens, en fait, on n'a pas d'espace en libre accès. On a un problème de visibilité des acteurs. Les gens ne savent pas où s'orienter, où aller pour bénéficier de formations. Et ensuite, on a aussi remarqué qu'il y avait un accompagnement des usagers incomplet. Alors, de nombreuses associations ont commencé à faire de l'accompagnement numérique, sauf que les bénévoles n'étaient pas eux-mêmes formés, donc du coup, difficile d'accompagner quand on n'est pas soi-même formé ou qu'on n'a pas d'appétence pour le numérique.
Donc ce diagnostic a été partagé sur les rencontres de l'action sociale et l'idée de ces rencontres, c'était dans un premier temps en matinée de donner un peu d'informations et donner de l'information un peu généraliste sur ce que c'est que l'inclusion numérique, parce que c'est vrai que c'est un terme un peu fourre-tout et un peu conceptuel pour certains. Et ensuite, l'après-midi, nos partenaires sont partis en groupe de travail. Et on a travaillé sur 3 axes. Donc, un axe sur la compétence et être autonome, l'inclusion numérique au bénéfice de la relation usager-collectivité. Et ensuite, un 3e axe sur l'évolution des pratiques professionnelles, notamment pour les travailleurs sociaux. Alors de ces 35 propositions, nous, on a retenu avec nos élus un certain nombre d'actions à mettre en place en priorité. On a mis en place, à la demande notamment de ces travailleurs sociaux, pour sécuriser leur travail, une charte et un mandat, donc que vous voyez sur le côté. Donc cette charte et ce mandat a été distribué à l'ensemble des associations qui faisaient de l'accompagnement numérique. Et on a travaillé aussi avec le territoire d'action sociale dans ce sens-là. On a mis en place un comité usager numérique. Donc là, on a fait appel aux habitants de la ville de Saint-Germain-en-Laye pour travailler avec nous sur cette question d'inclusion numérique. Donc on a un comité qui se réunit tous les mois autour de différentes questions. Donc là, actuellement, par exemple, on travaille sur la visibilité. Comment rendre visibles les actions qui sont portées par la ville et par les associations. Donc on travaille sur un guide, sur un logo spécifique qui indiquerait sur toutes les structures que là, il y a un accompagnement social ou de la formation. On a aussi mis en place un réseau des acteurs numériques, donc, qui est constitué de 13 structures, donc les centres sociaux. On a aussi 2 autres associations qui interviennent sur ce qu'on appelle le quai des possibles sur la ville de Saint-Germain. Et l'idée de ce réseau, c'est à la fois de travailler sur un parcours de formation. Aujourd'hui, on a 4-5 structures qui proposent de la formation, mais on propose quasiment tous la même chose. Donc l'idée, c'est pouvoir être complémentaires et de travailler sur ce parcours afin de permettre aux usagers et aux administrés de pouvoir, pour qu'ils puissent trouver une réponse en tout cas à leurs demandes ou à leurs besoins. Donc c'est aussi un réseau qui a pour objectif de discuter, d'échanger sur les problématiques qu'on peut rencontrer quand on est dans sa structure. Parfois, on peut se retrouver tout seul et se dire je ne vois pas comment je peux accompagner cette personne-là parce qu'elle est allophone, elle a du mal à comprendre ce que je lui dis, elle a un handicap peut-être mental, etc. Donc voilà, ce réseau a cet objectif. Alors, on propose aussi des formations aux aidants avec le partenariat d'institutions comme la CAF, le Trésor public. Donc ça, on organise pour une meilleure maîtrise des plateformes institutionnelles pour qu'eux-mêmes puissent aussi accompagner leurs usagers et ne pas aussi, et de faire parfois pour les publics en précarité. On a mis en place une solution qui s'appelle Facility. Alors, je ne sais pas si ça vous parle ou pas. C'est un filtre qui permet en fait aux personnes qui ont des handicaps visuels, notamment, mais pas que, même pour les seniors, qui permet d'adapter la page en fait sur laquelle vous êtes sur Internet. Donc, vous avez de la fatigue. Là, on vous a mis quelques exemples. Fatigue visuelle, la dyslexie, le daltonisme, etc. Donc, c'est aussi un moyen de favoriser l'accès au numérique. On a donc recruté le conseiller numérique en novembre. Mais a pris ses fonctions réelles de février 2022. Et puis on mène aussi des actions en direction de nos seniors, puisque c'est un public assez important et qui aujourd'hui est parfois un peu déconnecté des outils numériques. Alors je répète beaucoup numérique, mais bon. Donc voilà pour ma part. Je vais essayer de suivre un petit peu le timing. Donc, j'arrive en novembre 2022 comme conseiller numérique France Service, 2021.
Moi, je viens plutôt des médiathèques. Je viens de l'accueil public des collectivités territoriales. Et j'ai plutôt une formation à l'accueil, à l'animation et au contact, on va dire, des publics. Donc, ce qui me motivait le plus pour devenir comme vous, messieurs et mesdames, conseillers numériques France Service, c'était le contact du public et l'aide, l'apport de cette aide. Lorsque j'arrive et que je postule sur la ville de Saint-Germain-en-Laye, il y a déjà une structure que Sophia vient de vous présenter. Et cette structure, elle m'a été très importante parce que mon premier constat, c'est qu'il y avait quelque chose qui était en place. Donc quand je suis arrivé, j'étais attendu sur un poste qui avait été, dans les grandes lignes, posé dans un projet, mais qu'il a fallu ensuite construire. Donc je me suis déjà en premier attelé dans ces grandes pages à rencontrer les différentes personnes qui soit font de la formation, donc en allant dans les centres socioculturels, soit aussi d'essayer de téléphoner pour avoir une idée de comment on allait mettre en place les activités du conseiller numérique. Et une des missions, en fait la mission qu'aujourd'hui je porte sur la ville, c'est des permanences d'accueil individualisées. Donc, non, pas trop vite. Les missions, pour moi en tout cas, dans un premier temps, lorsque j'ai la chance d'avoir un nouvel usager devant moi, je vais prendre le temps avec lui évidemment de voir ses besoins. Et ensuite, là où nous avons travaillé en amont, entre le début en février 2022 des permanences et mon arrivée en novembre, mis à part le fait que j'allais comme vous en formation pour préparer le REMN, CCP1, c'était de regarder quelles allaient être les limites de mes interventions, de façon à ne pas se perdre et d'aller sur des terrains qui n'étaient pas ceux du conseiller numérique France Service. À savoir qu'aujourd'hui, évidemment, le métier il est en train de se construire. On parlera de l'avenir de ce métier. Et il me semblait important, c'était de discuter avec la direction, et eux-mêmes avaient déjà des demandes, et de pouvoir argumenter un petit peu si on allait faire du remplacement par rapport à des structures qui ont déserté peut-être ou le côté commercial ou justement l'action sociale, et de pouvoir accompagner au mieux les publics par rapport à l'étude de terrain qui avait été faite. Donc moi j'essayais surtout, on va dire, d'apporter des réponses dans le côté numérique, et très souvent, lorsque on doit, parce que la personne veut et attend de nous, donc on voudrait bien résoudre leurs problèmes, déjà dénouer en fait tous les nœuds qu'il peut y avoir dans ces problématiques. Et donc l'une des premières choses, c'est qu'avant d'arriver à la démarche en elle-même, c'est d'essayer de comprendre comment on va pouvoir faire évoluer la personne, comment on va pouvoir l'aider à mieux comprendre l'environnement numérique et l'environnement numérique, comme on le voit, donc si c'est sa tablette, si c'est son téléphone, smartphone, ou si c'est son ordinateur, et ensuite de voir quelle est un petit peu la problématique pour essayer de répondre à cette problématique sociale de grande précarité. Et dans mon cas, je vous dirais que j'ai déjà reçu, donc sur une période de 6 mois, environ 147 usagers différents. Mais ces usagers, en 45 minutes, parce que ce sont des rendez-vous de 45 minutes qui s'effectuent en individuel, c'est pas suffisant 45 minutes. Ce serait merveilleux. En 45 minutes, avec un peu de baguette magique, là, un peu de poudre de perlimpinpin, qu'on pourrait acheter peut-être dans des entreprises d'État. Mais ça marche pas comme ça. Voilà. Il faut être vraiment au contact de la personne dans un premier temps, voir sa problématique et développer avec elle le rejet qu'elle peut avoir par rapport à ses besoins, et ensuite avancer. Là, moi, j'ai vraiment, sur le graphe que vous pouvez voir, une partie de personnes qui ont plus de 60 ans, mais ça ne représente que 60%. Les autres 40%, ce sont des gens qui n'ont pas 60 ans, qui sont en activité ou qui ont des besoins urgents. L'autre partie, c'est une autre catégorie de personnes. Par exemple, chez les seniors, le besoin de démarche, il n'est pas aussi prégnant que peut l'être l'envie d'utiliser le smartphone ou d'utiliser des appareils numériques. Par contre, chez des personnes qui sont en activité ou qui sont en recherche d'emploi ou qui ont des difficultés de vie par rapport aux organismes sur lesquels on peut faire des démarches, très souvent c'est sur la caisse d'allocation familiale, sur la caisse primaire d'assurance maladie, sur la caisse nationale de AV pour la CNAV, d'assurance vieillesse, voilà.
plus d'autres sites que l'on ne connaît pas, plus les centaines d'autres choses qu'on n'a jamais fait et qu'on découvre. En fait, il y a de la nouveauté à chaque fois, évidemment, mais on retrouve quand même des leviers qui sont, pour la plupart, quand on est conseiller numérique, les mêmes. Cet accueil, pour moi, il me semble important. Donc, moi, je recevrai en grande précarité des retraités dans cette catégorie qui veulent découvrir le numérique ou qui l'ont rejeté pendant très longtemps et qui veulent ensuite s'activer, du moins rentrer un petit peu pour les enfants, pour les petits-enfants, dans un monde qu'ils ne connaissent pas bien et qu'ils ne maîtrisent pas. J'ai des actifs, évidemment, comme je vous disais, mais qui viennent souvent en urgence. C'est si possible, parce que je fais des rendez-vous en fait individuels, comme je vous l'ai dit, mais la prise de rendez-vous est obligatoire. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se présenter sur l'un des 6 sites sur lesquels je suis, répartis sur toute la ville et dans les différents quartiers de la ville. On ne peut pas venir attendre son tour, comme très souvent on pourrait imaginer. Là, il y a un besoin de rendez-vous. Et donc, les gens, ils ont l'impression d'aller chez le docteur. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous, mais c'est souvent ce qu'on me dit. Ah bah, c'est un petit peu un merci, voilà, vous m'avez soigné, je suis content. Combien je vous dois? Ça, vous le voyez bien. Et puis après, comment on fait pour se revoir? Et ce qui m'apportera tout à l'heure, c'est que les gens veulent revenir. C'est-à-dire que, je ne sais pas si en tant que conseiller numérique, c'est réparti, mais c'est très important, cette envie de se revoir. Et en fait, on a ouvert une porte, là, à un endroit dans lequel certaines personnes en grande précarité viennent. Et là, c'est vraiment le côté social qui est important et qui redemande, en fait, de revenir. Alors, est-ce que c'est attrait à la médecine? Je ne pense pas. Il y a un côté science, évidemment, parce que ça fascine le numérique. Mais c'est surtout, nous, au quotidien, un côté humain, je pense, qui est le plus important. Et c'est ça qui me semble être, dans la démarche de grande précarité, à souligner. Et puis des demandeurs de carte de séjour, parce qu'on a un pays qui est ouvert, le pays des droits de l'homme. Expliquer la laïcité à des personnes qui arrivent sur le territoire, comme on nous l'a expliqué durant un cours, durant notre formation, c'est hyper compliqué. Parce qu'en fait, la laïcité, pour beaucoup de gens qui arrivent en France, il faudrait pouvoir l'expliquer. Le système de santé, il faudrait pouvoir l'expliquer. En fait, on se rend bien compte que ce n'est pas acquis. Ce n'est pas acquis du tout. Et ces gens qui viennent faire des demandes, que ce soit de naturalisation, de dossiers ou de carte de séjour, de duplicata de carte de séjour, de certificats pour leurs enfants qui sont sur le territoire et qui ont moins de 16 ans, et ça, c'est un quotidien. Et voilà, il faut pouvoir travailler ces mots. Donc je pense que dans les formations à venir, ça ce sera très important, c'est de voir la place, comme on l'avait dit, de la société française, de comment on s'intègre à la société française, et que le conseiller numérique France Service a aussi les couleurs bleu, blanc, rouge à porter, et que je trouve que c'est très important de les laisser. Je ne m'étale pas plus longtemps sur le sujet. Ma posture, c'est cet accueil bienveillant, cet accueil sans jugement, cette volonté de donner en fait à la personne en face son temps. Et une fois que la confiance elle est installée, en fait, les choses sont beaucoup plus simples. Mais après, il faut pouvoir regarder. Il faut pouvoir évidemment rassurer, donc être dans une posture qui est très importante. C'est ce qui va faire, je pense, après la différence entre... j'allais dire, vous voyez comment être un bon conseiller numérique et qu'est-ce que c'est qu'un mauvais conseiller numérique. Et puis je donne l'exemple un peu des inconnus. Mais en fait, il n'y a pas ni de bon ni de conseiller numérique. Mais à partir du moment où on a cette écoute et où on rassure, je pense qu'on est déjà dans l'activité, comme moi en tout cas, je pense qu'elle est importante pour les personnes en difficulté. Ensuite, les méthodes que j'utilise, ça va être d'adapter ma pédagogie. Ça, on l'a vu, de pouvoir changer un petit peu... si la personne a des facilités, de pouvoir aller vers ces facilités et l'amener à faire tout seul et d'être juste accompagnant. Et si on voit que la personne elle a déjà mis son sac devant, il y a un demi-ordinateur de côté, et si elle a déjà les bras croisés, je sais qu'on ne va pas pouvoir, en vérité, commencer une formation comme ça. Il va falloir déjà qu'on décroise les bras, il va falloir qu'on trouve un moment pour discuter. Quel est le problème? Est-ce que vous voulez apprendre l'informatique? Est-ce que vous avez une démarche particulière? Est-ce que ça va bien? Des choses qui vont au-delà du est-ce que vous avez un mail, est-ce que vous savez installer l'application Doctolib. Voilà, il y a une partie humaine et puis après il y a la partie technique. Expérimenter et faire avec, c'est la finalité. Bien qu'on sait que très souvent cette finalité elle est obtenue après de nombreux efforts, mais qu'au départ on fait un petit peu à la place de l'autre personne et qu'ensuite on évolue petit à petit vers faire avec. Alors qu'il y a des personnes qui savent déjà très bien faire, il ne faut surtout pas toucher à leur appareil, surtout si vous avez touché au mauvais bouton. Et que là, vous dites, mais moi, mes photos, c'est pas facile là. Vous avez touché à mes photos, elles sont où mes photos? Bon, écoutez,
Je vais vous rendre votre téléphone, on va faire plus facilement. Mais il y a beaucoup d'humour dans ce que je vous raconte parce que moi, je passe un très bon moment avec les personnes et ça, je pense que ça se ressent avec eux et que ça, c'est important dans la méthode en fait. D'être à l'aise déjà dans la technique ou dans la façon de s'exprimer et ensuite de pouvoir accompagner au mieux la personne sur ses besoins en sachant qu'on redirige à la fin et que je n'ai pas toutes les réponses et que dès le début, on a posé un petit peu, moi, je ne vais pas vous commander des billets de train. Je ne vais pas vous apprendre à me poser vos affaires sur le bon coin dans un premier temps. Parce que notre démarche sociale, par rapport au cadre qu'on s'est fixé, c'est avant tout l'accès aux droits. Voilà. Et c'était notre priorité. Après, dans l'accès aux droits, évidemment, pour pouvoir bien utiliser tout son environnement, eh ben, on passe par des petites voies de traverse. Voilà. Ça, c'est la voie, comme on dit. Et puis, vérifier si la personne l'a compris, observer les réactions des personnes, c'est à la fin voir si on n'est pas rejeté. Bon. Et il m'arrive des fois de me dire, mais bon, j'ai dû louper parce que la personne, elle m'a dit, qu'est-ce que je fais là? J'ai dû me perdre mon temps. C'est arrivé une fois et puis ça arrivera peut-être, mais des fois ça ne marche pas non plus à tous les coups. Mais au moins on a ce retour. On peut finaliser en fait la rencontre et voir si ça s'est bien passé. Et effectivement, à une très grande majorité des cas, ça se passe bien et les gens reprennent rendez-vous pour soit une autre activité. Donc si c'est des personnes qui sont en situation de retraite, elles peuvent revenir avec d'autres questions. Moi j'adore, elles viennent avec un cahier ou elles viennent avec par exemple des fiches et on marque ce qu'on a fait. Ils reprennent rendez-vous avec enthousiasme et on refait de nouvelles choses et ils refont de nouvelles fiches. Et ils ont envie de revenir pour apprendre d'autres choses. Et là on voit qu'il y a de leur part en fait cette volonté. Beaucoup de gens vont vous dire, moi ça ne m'intéresse pas le numérique, mais en même temps, il y a aussi des gens, ça va les intéresser et il faut les intéresser. Et là, on a notre rôle à jouer, un petit peu marketing, un petit peu commerçant, mais voilà, il y a un ensemble de savoir-faire qui doivent être mis en place. Les actifs reviennent avec de nouvelles démarches et il y en a certains et certaines qui progressent bien. Donc je peux le voir parce qu'il y a un délai après, par exemple, il y a des gens qui ont pris rendez-vous en mars. Ils m'ont dit, vous êtes là toute l'année. En fait, ils ont repris rendez-vous en septembre. Et si ça se trouve, je les reverrai que l'année prochaine. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir quelqu'un qui va être suivi toutes les semaines ou autre dans des rendez-vous individuels, je vais avoir des personnes qui ont une difficulté, qui veulent la régler. Une fois qu'ils l'ont réglée, ils passent à autre chose. Donc là, pour moi, c'est un résultat qui est probant. Et ensuite, les demandeurs de carte de séjour, là, apparemment, on m'a dit que ça s'était un petit peu débloqué. Mais le gros problème, c'est les rendez-vous et le rejet des dossiers à la porte. C'est-à-dire qu'on ne peut plus pénétrer. Très souvent, nous, sur le territoire, les personnes ne pouvaient pas pénétrer dans la sous-préfecture, ne pouvaient pas faire leur dépôt de papier pour les demandes de carte de séjour ou de naturalisation, se retrouvaient dans des situations très difficiles. Et au final, quand ils revenaient vers moi, parce qu'il y a beaucoup de démarches qu'on fait sur l'ANEF, que vous connaissez, l'Agence nationale des étrangers en France, avec une plateforme téléphonique qui marche très bien, ce n'était pas le cas pour les sous-préfectures et les préfectures. C'est-à-dire que j'avais personne, je ne savais pas comment faire. Et j'appelais parfois le 3939, que je vous invite à utiliser, service public, pour essayer d'avoir au moins quelqu'un qui pourrait être professionnel et qui vous indique un petit peu. Et bon, petit à petit, après, on fait son carnet, on essaye de suivre, on essaye de comprendre un petit peu le fonctionnement. Voilà. Donc moi, ce qui me semble important dans l'évolution de ce métier, c'est développer la dimension sociale pour qu'on ait une tranche de la posture, de développer cette posture et aussi cette écoute, voilà, que ce soit prévu pour les futurs conseillers numériques France Service et aussi peut-être un prolongement dans la formation France Service, de ne pas l'abandonner, de promouvoir l'accompagnement numérique effectivement au local, mais surtout de donner du sens à un programme de société dans lequel on aiderait vraiment les usagers qu'on appelle les 13 millions de Français qui ont besoin qui sont dans l'électronisme, qui me paraissent surtout être des personnes qui n'ont pas décidé de leur avenir et à qui on impose la vue de la dématérialisation et en même temps du tout numérique, alors qu'il y a beaucoup de facteurs d'alerte qui disent ce serait bien aussi que l'humain soit l'élément central de cette modernité, aussi bien dans la société que dans la société numérique. Voilà. Et donc de la patience, parce que le travail se fait mieux quand on est au calme. Voilà. Merci beaucoup. On parle de faire du lien, on parle d'humanité. Je vais vous donner votre doctorat en médecine, sociologie, cuisine. Voilà, vous êtes des véritables couteaux suisses. C'est un vrai plaisir de vous entendre parler. C'est communicant dans l'enthousiasme. Alors, on va continuer avec l'enthousiasme, j'espère, et un nouveau témoignage. Merci beaucoup. Bonjour. On va changer de HDMI. Hop. Tenez l'ordi. Vous tenez. Hop là, c'est bon. Donc, bonjour. Merci pour vos témoignages, merci pour les présentations. D'abord, je commencerai par une question en levant la main. Qui est conseiller numérique dans la salle?
Waouh, trop bien. Je dois vous avouer que j'adore votre logo. Le logo que vous portez sur les pulls, il est trop beau. Bon, ça, c'était l'information personnelle. On passe sur la suite. Oui, s'il vous plaît. Aidez-moi à trouver... Ah, merci, prometteur. Question aussi, qui est parmi vous qui ont déjà accompagné des personnes exilées ou des personnes étrangères? Eh bien, on a une bonne nouvelle pour vous. Ok, merci beaucoup. Je rebondis sur ce qui a été dit, le non-recours au droit, la manque d'informations, la déconnexion des outils numériques, des portails, comment faire ceci, comment faire cela dans la dématérialisation. Toutes ces questions, on les avait vues venir en partie. C'est toujours une démarche active avec moi c'est Nour et je suis accompagné d'Hugo et on travaille à la MEDNUM, la médiation numérique, comme certains d'entre vous la connaissent, pour la délégation interministérielle à l'accueil et à l'intégration des personnes réfugiées. C'est une entité du ministère de l'Intérieur qui a été nouvellement créée qu'en 2018 pour deux objectifs. C'est changer le regard sur les personnes réfugiées dans la société française, j'avais articulé. Et le deuxième axe qui nous intéresse le plus, c'est comment concrètement améliorer le quotidien des personnes. Et donc, améliorer les quotidiens des personnes, on a pour cela, à la délégation, lancé plusieurs projets, dont un projet numérique qui nous intéresse aujourd'hui, qui est Réfugiés.info. Je vous laisse dans le suspense de savoir ce que c'est avec Hugo, mais rapidement, je vous dirai comment on a fait ce projet. Je pense que c'est quelque chose qu'on aimerait en tout cas partager avec vous. Il faut savoir que quand on a démarré Réfugiés.info en 2019, donc ça fait 3 ans déjà d'existence et quelques de Réfugiés.info, on s'était dit, on ne sait pas ce qu'on va faire qui va vraiment aider les personnes. D'abord réfugiés et puis tous ceux qui les accompagnent. Donc merci, vous êtes là aujourd'hui. Pour le savoir, on s'était dit, c'est pas nous qui avons le sens et on a la magie de dire c'est une plateforme ou un document ou autre chose qui peut aider les personnes, on va demander aux personnes. Donc en fait, on s'était mis en ordre de marche pour une co-construction d'un projet avec toutes les parties prenantes. On est allé au-delà de les accompagnateurs et les personnes réfugiées. On a interviewé des universitaires, on a interviewé des entreprises, des personnes de pouvoir public. On a mis tout cela dans des labs et on a fait beaucoup d'entretiens individuels avec les personnes pour dire bon, qu'est-ce qui vous manque, c'est quoi les problèmes? Et évidemment, vous avez évoqué ces problèmes qui sont hélas encore là. Le manque du temps, un centre toujours à jour, traduit, accessible, qui parle aux personnes, mais aussi aux accompagnés. Et en fait, on a démarré Réfugiés.info, et donc on a démarré ce projet que, encore une fois, dans le teasing, je vous laisserai la présentation, je laisse la présentation à Hugo. On a fait en 2019 une année pour construire un premier site internet. On avait Réfugiés.info avec un bêta qui a duré 2 ans pour qu'on soit pas sûr, on n'est jamais sûr, mais ayant un recul sur ce qu'on souhaite proposer comme produit numérique. Donc, une année pour construire un site internet, une deuxième année pour le remplir avec les premiers résultats, une troisième année, on a entamé des déploiements dans des territoires, parce que c'est un projet, vous allez voir, à la fois territorial et national. Et on est arrivé à la fin de l'année dernière où c'est seulement en ce moment qu'on s'était dit on va se lancer sur une application mobile. Parce qu'en fait, on sait bien, et c'est grâce à une enquête que Hugo va nous présenter, avec la délégation interministérielle, on a fait une enquête flash, évidemment non représentative de toute personne réfugiée en France, mais on a obtenu une 1000 réponses sur cette enquête flash qui nous précise c'est quoi l'usage numérique des personnes réfugiées en France. On n'a trouvé aucune enquête qui est faite sur l'usage numérique de cette population. Donc on a lancé notre propre enquête qui a été traduite et en français. Et on a plusieurs plusieurs nouvelles à vous partager seulement sur cette enquête. Cette enquête est entièrement disponible sur le site de la délégation interministérielle. Ça peut vous intéresser, vous qui vous accompagnez des personnes étrangères. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que 90% des personnes qui ont répondu à l'enquête disent on a des smartphones. Donc, bon, le smartphone, tout le monde en a. Ça, c'est facile, c'est du base. Mais on était un peu étonné que 47%, quasiment la moitié, ont des ordinateurs portables aussi.
sur ces personnes, les services les plus utilisés, c'est finalement des applications installées sur les smartphones et non pas une navigation Internet. Donc ça nous a conforté. Ça nous a, par exemple, si je fais un focus sur les applications utilisées que vous voyez sur l'écran, il y a très peu de personnes qui utilisent servicepublic.fr, par exemple. C'est normal, ça s'adresse à des CSP+. Mais c'est des réseaux communautaires, c'est des Facebook sur lesquels on trouve nos informations. Donc en fait, de ça, pour vous donner un exemple concret, comment ça nous a guidés dans le choix de ce qu'on voulait faire. D'abord, on s'était dit, on avait une question, est-ce qu'on fait un site internet adapté mobile ou on fait une application mobile qui n'ont pas le même coût, c'est deux produits différents. La question a été vite tranchée. On a fait une application mobile sur laquelle les personnes, ils ont une icône, ils peuvent revenir. Deuxième chose dans le choix de ce qu'on a souhaité faire, c'est on s'était dit comment on va atteindre ces personnes. Et en fait, comme ils utilisent des réseaux communautaires, on a recruté quelqu'un qui nous fait des posts, des fiches, il éditorialise des fiches dans une langue étrangère, il le poste sur les réseaux sociaux. Donc on a contractualisé avec quelqu'un qui a accès à un groupe des Syriens en France, par exemple. Si je prends un exemple, on a 70 000 membres sur ce groupe, c'est quand même assez conséquent, et sur lesquels on choisit des fiches et on dit aujourd'hui, il y a une opportunité de parler de telle ou telle démarche. Est-ce que Oussam, il s'appelle Oussam, est-ce que tu pourrais faire un post sur ça? Donc, il réfléchit sur un post, il l'éditorialise et il laisse le cœur de l'information disponible sur le fiche réfugiés.info que vous allez voir. Et c'est comme ça comment on atteint les personnes directement par des moyens qu'ils utilisent. Donc, une année de construction, des rencontres au terrain, une enquête flash pour construire une application en plus. Donc on a un site web aujourd'hui et une application mobile. Et c'est comme ça comment on a construit réfugiés.info. Maintenant, vous êtes tous en train de dire, j'espère, vous avez envie de voir le site. Donc on va vous montrer le site et on va vous dire comment on pense que cela pourrait vous intéresser, tout en sachant qu'après 3 ans et quelques de recul sur le sujet, on souhaite maintenant déployer. Donc on est en train de contractualiser avec Qualia, France Terre d'Asile, Groupe SOS et les opérateurs d'État, et aussi les conseillers CNFS, les maisons France Service, parce que pour les conseillers, pour vous, conseillers numériques, sans aller jusqu'à accompagner la personne à faire lui-même la démarche, au moins pour montrer avec une source fiable traduite, eh ben vous auriez réfugiés.info que Hugo a mis grand sur l'écran, le QR code, pour que vous le scannez. Je vois qu'il y a des personnes actives dans la salle, pour que vous puissiez télécharger l'application. Vous allez le voir autour de la journée. On est disponible en premier étage. On a un stand. Passez nous voir, on a des cadeaux à vous donner, on a des flyers, des stickers, passez nous voir. Et puis, si vous aimez l'application et le site, que Hugo va le présenter. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Hugo Stéphane, designer chez réfugiés.info. Je vous propose du coup une visite guidée de l'application mobile pour ceux qui n'ont pas réussi à scanner le code. Donc réfugiés.info, c'est une plateforme d'information pour les personnes réfugiées et leurs aidants. Donc leurs aidants, ça peut être vous, ça peut être des travailleurs sociaux, des agents publics, des bénévoles. Et c'est une application qui donne de l'information de premier niveau sur les 12 thématiques de l'intégration. Donc on travaille sur vraiment toutes les thématiques, l'insertion professionnelle, la formation, l'apprentissage de la langue, tout ce qui est administratif évidemment. Sur réfugiés.info, vous avez 2 types de contenus. Donc là, on vous montre les thèmes. Si on rentre dans un thème, vous avez des fiches démarches et des fiches dispositifs. Les fiches démarches, c'est des fiches qui vont vous permettre de donner aux usagers de l'information claire et traduite sur, par exemple, l'obtention de la carte de séjour. Donc ça, c'est un travail éditorial qui a été fait par nos équipes et par le comité de la démarche accessible, qui est un groupe de bénévoles qui a rédigé et essayé de vulgariser 82 fiches démarches à ce jour. Et l'idée, c'est qu'avec cette fiche, en fait, vous avez un médium, vous avez un outil transactionnel dans votre accompagnement. Vous pouvez vous servir de la fiche sur votre portable et vous pouvez l'envoyer par texto, par airdrop, sur le portable de votre accompagné dans sa langue d'origine.
Donc sur réfugiés.info, on essaye de résoudre ce problème de la barrière de la langue en mettant à disposition des contenus entièrement traduits en 7 langues. Donc là, typiquement, si on passe du français, on passe à l'arabe en un seul clic, parce que Nour a choisi l'arabe. On peut aussi connecter d'autres langues. Donc on a l'ukrainien, le persan, Dari, l'anglais, le pachto, le russe et le tigrinya, qui sont les 7 langues les plus parlées par les personnes qui arrivent en France et qui demandent l'asile. C'est une plateforme qui donc a été conçue avec les usagers et qui est adaptée à leurs usages numériques. Donc ça veut dire qu'on peut consulter dans sa langue d'origine, mais aussi écouter le texte dans 5 langues aujourd'hui disponibles. Donc vous avez une fonctionnalité de vocalisation qui vient de sortir, qui est toute jeune et qui permet vraiment d'aller toucher nos utilisateurs les plus éloignés du numérique, qu'on appelle les allophones non lecteurs. Donc de cette manière, vous pouvez peut-être dans vos séances d'accompagnement leur donner une ressource et utiliser réfugiés.info comme un outil de médiation. Évidemment, voilà, il y a des fonctionnalités plus classiques mais qui sont très utiles dans un cadre d'accompagnement. Vous pouvez, vous, sur votre smartphone ou auprès du bénéficiaire, l'inviter à mettre en favori les fiches sur lesquelles il travaille actuellement, de façon à lui éviter d'avoir à naviguer dans toute l'application. Et de retrouver ici facilement les 4 ou 3-4 fiches sur lesquelles vous travaillez avec lui en ce moment, donc les démarches qui sont en cours pour lui. Au-delà des démarches administratives, on a ce qu'on appelle des dispositifs d'accompagnement. C'est un terme un peu valise qui va reprendre un petit peu des cours de français, des chantiers d'insertion, des programmes d'accompagnement, des permanences juridiques, des formations initiales à l'université, notamment le diplôme universitaire passerelle que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui prépare des personnes allophones et des personnes étrangères à la reprise d'université. Des formations professionnelles aussi. Vous avez aujourd'hui 550 fiches sur réfugiés.info, dont 80 démarches et donc 430 dispositifs qui augmentent chaque semaine. Parce que réfugiés.info, c'est collaboratif, c'est-à-dire que vous pouvez participer à l'enrichissement de la plateforme. C'est comme Wikipédia. C'est pas nous qui allons directement remplir avec nos petits moyens. On est une équipe de 10 personnes pour un service national. Par contre, en fait, tout le monde peut recenser de l'information. Donc, par exemple, sur la ville de Dijon, vous avez plus de 70 dispositifs qui ont été recensés directement par les acteurs eux-mêmes. Donc l'objectif avec cette appli, c'est de vous fournir un outil pratique au quotidien pour orienter les personnes réfugiées si elles viennent à vous solliciter. Et puis c'est aussi de globalement vous peut-être avoir un outil pour vous-même aussi, vous former sur des démarches qui sont parfois complexes. Et enfin, sur la plateforme numérique, vous avez donc un live chat qui vous permet d'accéder à toute notre équipe. Ce n'est pas un chatbot automatique, c'est vraiment un live chat et qui vous permet en fait d'échanger avec nous en cas d'informations erronées ou en cas de demande de création d'une nouvelle fiche démarche. Donc vraiment, c'est un service public de nouvelle génération qui est évolutif en fonction de vos besoins. On est tout à fait accessible pour répondre à vos sollicitations, donc n'hésitez pas via ce live chat ou via nos adresses email qu'on pourra vous fournir au premier étage. Et enfin, si vous avez envie de tenter l'aventure avec nous, donc je répète ce que disait Nour, on a des supports pédagogiques et d'informations physiques pour rendre un peu tangible ce service auprès de vos bénéficiaires qui sont à récupérer au premier étage. Et vous pouvez également commander un stock de dépliants d'informations sur kit.réfugiés.info. On vous enverra tous les liens. En tout cas, n'hésitez pas. C'est une jeune plateforme, une jeune application mobile qui a besoin de vos retours pour progresser. Mais vraiment, l'objectif, c'est de vous donner un nouvel outil et de résoudre une partie, pas tout évidemment, mais une partie des problématiques qui ont été évoquées précédemment. Merci à tous. Vas-y, Nour. Je me permets,
bonjour à nouveau. Je me permets de vous faire un petit tour très rapide sur le site internet qui va vous concerner le plus. Vous avez vu l'application mobile, on vous a mis dans le pot d'une personne réfugiée qui utilise l'application. Ce qui est intéressant pour nous de vous montrer, c'est que vous voyez le tout voir qui est en haut à droite, vous permet d'accéder directement à, si tu fais plus de filtres, ça nous permet d'accéder aux 550 résultats disponibles sur le site aujourd'hui sur les 12 thématiques. Les couleurs égales à des thématiques, vous l'avez compris. Si on filtre sur les démarches, très rapidement, j'espère certain que certaines de ces démarches que vous voyez sur l'écran vous parlent. Donc, on va vous présenter la démarche acte de naissance de l'OFPRA. Toutes les démarches sur le site sont présentées de la même façon. Ça veut dire, vous avez la première partie qui dit c'est quoi ces démarches. On revient sur ces démarches pour être sûr que les personnes comprennent exactement de quoi on parle. Donc vous avez une explication de ce que c'est cette démarche. Par la suite, c'est pour qui un ensemble de critères, s'il y a des critères à préciser. Mais la partie la plus intéressante, c'est comment faire. Comment faire, ça peut aller jusqu'à 7-8 étapes des fois, ça dépend des démarches. Et donc là, on explique aux personnes que pour le coup, en l'occurrence de l'acte de naissance, l'OFPRA reconstitue l'acte de naissance une fois que vous êtes reconnu réfugié. Et si besoin, vous pouvez demander une copie d'acte de naissance en ligne et on explique comment faire dans la deuxième étape. Par la suite, la quatrième partie intéressante dans une fiche démarche, elle s'appelle « Et après ». D'accord, j'ai fait ces démarches et après, là pour le coup, quand c'était des informations indiquées si l'information est erronée, vous pouvez trouver la bonne information. La bonne nouvelle, c'est que ça c'est la version ordinateur. Vous pouvez d'abord changer la langue, c'est-à-dire vous le montrez à la personne dans une langue étrangère. On prend l'exemple de russe ou d'arabe ou n'importe quoi. En tigrinien pour vous dépayser complètement avec cette belle alphabet. Vous avez en tigrinien donc là le contenu. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez, si on se remet un peu en français pour comprendre, on a le bouton qui vous permet en un clic, selon la langue que vous avez choisie, de partager par SMS cette information. Là aussi, bonne nouvelle, ce n'est pas votre numéro de téléphone personnel qui va s'afficher si vous partagez un SMS, c'est le site qui envoie à la personne une fiche. Vous mentionnez votre numéro de téléphone, la fiche vous arrivera sur votre application, sur votre smartphone par SMS. Si vous avez téléchargé l'appli, quand vous cliquez, c'est l'appli qui s'ouvre avec la fiche. Si vous n'avez pas téléchargé, c'est directement sur notre site web adapté mobile que vous allez pouvoir voir la fiche. Vous pouvez écouter la fiche, faire donc à la vocale, là si pour l'exemple, donc les langues dans lesquelles on fait parler le site, c'est français, anglais, arabe, russe, ukrainien. Malheureusement pour le pachto dari tigrinien, il n'y a pas encore des technologies qui nous permettent de le faire. On est en attente de technologies avancées pour pouvoir faire lire le contenu dans ces langues-là. Donc voilà un peu le site pour vous. N'hésitez pas à consulter les démarches. N'hésitez pas à surtout créer un petit compte, même si tout le contenu est disponible et gratuit sans compte. Mais en faisant un compte, vous pouvez dire « cette fiche m'intéresse, cette fiche revient beaucoup, donc je constitue mon propre catalogue en se rendant sur mon espace personnel et en voyant mes fiches favoris, vous auriez les fiches qui vous intéressent parmi tout le contenu, d'une manière à que vous mettez ça dans votre page favori, vous avez accès aux fiches et elles seront toujours à jour, on l'espère. Si ce n'est pas le cas, écrivez-nous sur live chat. Merci beaucoup. Merci à tous pour vos témoignages et sans plus attendre, on va donc prendre des questions dans la salle. S'il y en a. Mais je suis sûre qu'il y en a. Sinon, Thomas m'a dit qu'il en aurait. Sûrement, oui. À l'ensemble des intervenants, du coup, donc ça a fait effectivement un gros discours, c'est un peu dense, beaucoup de choses intéressantes du coup qui ont été dites, sur des retours d'expérience aussi, sur les outils aussi qu'on vous a présentés. N'hésitez pas du coup à réagir ou à poser vos questions sur ça. Alors bonjour, moi je suis Féti Boidi, donc je suis conseiller numérique dans une association dans un quartier politique de la ville à Toulouse. J'avais une question concernant votre site réfugiés.info. Est-ce que pour mettre d'autres langues dans votre site, pour toucher un peu plus de personnes, vous allez travailler avec des traducteurs ou c'est juste avec des technologies justement? Parce qu'on a des personnes qui sont d'origine turque et qui des fois l'arabe n'est pas forcément avec les mêmes mots par exemple. Merci. Évidemment, c'est le turc qu'il faut. Merci pour cette question. Alors d'abord, ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que la traduction chez réfugiés.info est faite d'une manière humaine.
Donc c'est des hommes et des femmes qui sont derrière cette traduction, d'où les niveaux d'avancée qui sont jamais à 100%, parce que le plus de contenu qu'on rajoute en français, le plus de demandes de traduction que ça demande aux personnes, et le plus qu'on traduit, le plus que le pourcentage avance. Donc la question de l'ajout du langue, on est ouvert à cette question. L'ukrainien, on l'a rajouté que en mars, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est un peu en retard par rapport aux autres langues, mais pour l'instant, je ne vous cache pas que pour la Turquie, il s'agit pour nous des personnes qui sont plutôt demandeuses d'asile, qui malheureusement pour la majorité n'obtiennent pas la demande d'asile. Donc ils ne sont pas réfugiés statutaires. Et pour l'instant, nous, notre public cible, c'est des personnes réfugiées statutaires. Et donc si on ouvre une langue, ce serait potentiellement une langue qu'on n'a pas et qu'il y a une majorité de personnes qui arrivent à faire une demande d'asile en croisant le chiffre de l'OFI et l'OFPRA pour décider de quelle langue il s'agit, ou par une urgence qu'on n'a pas du tout vu venir, comme encore une fois, malheureusement, la question des Ukrainiens actuellement. Donc on est ouvert, cette année on a ouvert une langue, peut-être une deuxième ou fin d'année, pas sûr, mais si vous avez une langue qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le laisser dans le live chat. Comme ça, pour la prochaine fois, on saurait plus quelle langue ouvrir. Merci. Alors, y a-t-il d'autres questions dans la salle ? Et sinon, moi, je vais prendre un petit peu le relais, puisque je sais que vous avez un train à prendre. Alors, j'ai une petite question pour vous, parce que j'ai été interpellée sur la mise en place du mandat, si j'ai bien compris, auprès de l'ensemble des structures qui peuvent œuvrer en tant que médiateurs numériques. Est-ce qu'il y a une problématique d'articulation ou de non-couverture entre ce mandat, qui est donc un mandat spécifique à votre territoire, et l'outil Aidant Connect, puisqu'on est aussi là pour parler des outils ? Alors pas du tout, il n'y a pas de problématique avec le mandat qui existe déjà pour les conseillers numériques. En fait, c'est que notre mandat, on l'a travaillé en amont de l'arrivée du conseiller numérique, c'était en 2019. Et ça répondait à un besoin prégnant des travailleurs sociaux qui avaient besoin de sécuriser leur démarche, parce que quand on a quelqu'un qui ne maîtrise pas l'outil informatique, on a les codes, on a tout ça. Et du coup, c'est arrivé largement avant. Et comme il y avait eu toute une démarche de traduction en facile à lire et à comprendre pour nos publics, du coup, on l'a dit qu'on allait quand même l'utiliser. Et voilà, c'est juste pour cette raison-là. Et puis... Qui reste une très bonne raison également. Et du coup, est-ce que vous avez quand même, malgré tout, l'habilitation Aidant Connect sur le CCAS ? C'est plus utile. Enfin, c'est pas utile à ce stade. Voilà. Voilà. Et puis peut-être une petite question encore de ma part, mais je ne veux pas monopoliser la parole, à Marie, sur le nombre de bénéficiaires du coup de votre outil coffre-fort électronique. Et puis également ce qui est stocké dans ces coffres-forts. Oui, alors du coup, les chiffres que vous avez vus, que j'ai projetés, c'était les chiffres de nos deux outils. Donc ça comprend les dossiers usagers des personnes qui sont accompagnées via notre outil métier Reconnect Pro, et du coup les personnes qui ont un coffre-fort numérique. Donc les bénéficiaires qui ont un coffre-fort numérique, c'est leur espace de stockage à eux, sur lesquels ils peuvent du coup stocker leurs documents, mais aussi des informations relatives à leur vie personnelle, mais aussi leurs démarches administratives, leurs démarches professionnelles. Et du coup, sur les documents qui sont stockés, c'est très varié, mais la plupart des documents, c'est quand même lié aux démarches administratives. Donc ça peut être des déclarations d'impôts, un CV, une carte d'identité, voilà, tous les documents qui peuvent être nécessaires pour essayer de pallier au non-recours aux droits. Et du coup, ce coffre-fort, il est alimenté à la fois par le bénéficiaire, mais il s'adapte à l'autonomie en fait de la personne grâce à l'accompagnement qui est fait par les travailleurs sociaux, puisqu'ils peuvent avoir accès à certaines informations qui sont partagées par le bénéficiaire sur le coffre-fort, et du coup également alimenté pour une personne qui aurait moins d'aisance numérique. Le travailleur social peut stocker sa carte d'identité, et comme ça, il a accès à cette carte d'identité de manière sécurisée en tout temps sur son espace personnel. Voilà. Est-il envisageable, du coup je parle aux designers peut-être, dans un futur, de connecter des outils comme l'application avec les coffres-forts numériques de certains bénéficiaires ? Est-ce que c'est le cas déjà aujourd'hui ? Oui, alors on aime beaucoup le futur et on aimerait beaucoup le faire. Il faut qu'on parle un peu plus avec Marie.
C'est sûr qu'il faudrait rejoindre l'information et le service. On aimerait aussi à terme un jour se connecter avec les différents services d'information de l'État, avec l'ANEF, voilà, et faire en sorte qu'on ait de moins en moins de ruptures. Aujourd'hui, Réfugiés.info, c'est une surcouche d'informations vulgarisée, traduite, mais ce n'est pas encore une connexion smooth, lisse, sans accroc avec les autres services. Mais voilà, on va avancer et se mettre en cohérence et se mettre en complémentarité avec plein d'autres partenaires, et Reconnect sera un des premiers, je pense. Peut-être une question du coup pour vous ici. Ouais. Je suis conseillère numérique au groupe SOS Solidarité CPH Argenteuil. J'utilise souvent l'outil coffre-fort numérique, soit pour l'installer pour les usagers, ou les Reconnect Pro, sont vraiment super efficaces. Sauf que, est-ce que vous pensez que coffre-fort numérique en fait sera disponible sans création à travers conseil numérique ou assistance sociale, ou reste toujours c'est en fait les fonctionnaires qui gèrent? Oui, alors je vais répondre Merci. à la question. Du coup, le coffre-fort numérique, initialement, c'était créé pour les bénéficiaires, pour qu'ils puissent stocker leurs documents. Mais en fait, nous, l'idée du coffre-fort, c'est aussi qu'il y ait cette partie accompagnement social, et que du coup, comme je le disais juste avant, ça puisse être accessible à la fois à des personnes qui sont très autonomes sur le numérique, mais aussi des personnes qui le sont moins. Et du coup, pour nous, ça passe par du coup un accompagnement professionnel, donc soit d'un conseiller numérique, soit d'un travailleur social, pour que la personne elle puisse prendre en main l'outil. Parce que pour voilà, des personnes qui, lambda, c'est pas forcément utile d'avoir un coffre-fort numérique. Il y a plein d'autres solutions aussi qui existent. Mais pour des personnes en situation de précarité, du coup, nous, c'est un outil vraiment d'accompagnement social aussi à la fois. Et donc pour l'instant, on va rester sur ce système de création de comptes via des professionnels. Une dernière question peut-être dans la salle? Non. Alors, Moi, j'avais une petite Thomas, question du coup. pardon, Je t'ai dit que j'avais bien une sûr. question. Peut-être pour vous du coup, conseiller numérique du coup, CCS Saint-Germain-en-Laye. Ça m'a beaucoup interpellé quand vous avez témoigné tout à l'heure, et notamment sur quand vous avez exprimé le fait que par exemple les personnes qui venaient vous voir, donc prenaient effectivement rendez-vous pour un accompagnement, d'avoir cet accompagnement-là individualisé. Bref, c'est une chance effectivement de pouvoir mettre ça en place et de se dire que ça donnait l'impression un peu aux personnes de venir plus ou moins chez le médecin. Enfin, en tout cas, il y avait une relation du coup un peu particulière en fait qui pouvait se créer, et jusqu'à quelque part vous dire aussi finalement à la fin de l'accompagnement. De dire combien je vous dois, enfin comment et donc ce service-là, le service du coup que vous rendez, que vous incarnez en fait de ce point de vue-là, comment est-ce que du coup justement à ces personnes-là qui sont peut-être un peu surprises en fait de l'accompagnement que vous arrivez à leur donner, qui par ailleurs est gratuit, enfin etc. Comment est-ce que du coup vous présentez quelque part en fait à ces personnes-là? Comment vous présentez en fait le service que vous rendez à ces personnes qui du coup s'interrogent parfois sur et qui leur semble parfois un petit peu bizarre de se dire voilà, je suis pas chez le médecin, c'est gratuit, bref. Et je voudrais vous entendre du coup sur cet aspect-là. Alors merci pour la question. Il se trouve qu'effectivement lorsque on fait un petit peu des marchés, et ça me permet en fait d'être au contact un petit peu avec les publics, et le retour que je peux avoir, c'est que quand je vais justement pour leur proposer ce service de conseiller numérique, il y a des gens qui me disent mais j'habite pas la ville. Donc déjà le retour que je peux avoir, c'est de leur dire mais vous savez, ça c'est national, il y a un vrai projet au niveau national pour vous accompagner, et si vous voulez, il y a une cartographie qui est disponible sur le site conseiller numérique, vous pouvez regarder, et à côté de chez vous, si vous avez des gens qui sont en situation justement où vous n'avez pas accès à Internet, ou vous avez des besoins pour vos démarches, vous pouvez trouver d'autres conseillers numériques. Moi, je suis seulement un élément dans tout ce programme de conseillers numériques. Alors après, évidemment, l'idée, c'est combien ça coûte. Donc, ou à la fin, ou même au début. Je leur dis, écoutez, c'est gratuit, parce que le projet veut que toute la population puisse acquérir un savoir-faire numérique et que ça puisse les aider
dans leur quotidien et surtout les inclure eux aussi dans cette société numérique qu'on nous propose au XXIe siècle. Donc, de fait, je me sens, moi, en tout cas, porteur d'un projet. Donc, j'incarne un petit peu ce projet. Et quand je le présente, humblement, mon idée, c'est de leur dire, vous savez qu'on a un intérêt, nous, à utiliser tous nos appareils, smartphones ou autres, en bonne intelligence. Et ah oui, mais moi, pour m'apprendre, j'ai pas envie d'être avec d'autres personnes. Donc moi, ça me va très bien qu'on se voit en individuel. Donc c'est vrai que cette relation, elle se met en place, c'est que je leur ouvre un panorama, je leur ouvre cette fenêtre sur ce qu'on veut proposer pour notre société. Et tout de suite, le coût et la disponibilité intervient. C'est-à-dire, ah oui, mais c'est mieux, en plus, c'est que pour moi. Et là, je crois qu'il y a un lien qui se fait, qui est très important. C'est que oui, c'est pour vous. Là, on est là, nous, en tant que conseiller numérique, pour vous. Moi, quand j'ai choisi ce boulot, je l'ai choisi pour vous. Je ne l'ai pas choisi pour moi ou pour un autre sujet, mais vraiment pour être disponible, de la même façon. Donc, c'est un peu comme ça, en fait, que ça se passe. Alors, oui, les gens sont surpris, parce que société d'aujourd'hui n'égale pas bonne volonté et mise à disposition philanthropique de notre temps. Ce que je voulais dire, c'était juste il y a quand même une réhumanisation en fait avec les conseillers numériques, et ça c'est extrêmement important pour le public qu'on touche. Nous, on touche un public de personnes âgées essentiellement, beaucoup, et donc du coup pour eux c'est extrêmement important d'être dans une relation de sécurité, de confort et d'accompagnement avec quelqu'un qui a de la patience, de la pédagogie, etc. Et c'est vrai qu'on a souvent avec ces personnes âgées, enfin moi j'ai travaillé sur d'autres structures et sur d'autres missions, et c'est vrai qu'il y a toujours ce truc, je vous dois combien ? Rien. C'est le service public, quoi. Donc c'est toujours assez. Après, c'est aussi gratifiant de savoir qu'on a fait quelque chose qui a servi et que ces personnes reviennent régulièrement, parce que on n'est pas dans l'apprentissage, on est dans l'accompagnement, et que souvent il faut passer par plusieurs rendez-vous pour pouvoir obtenir aussi un résultat sur une démarche administrative ou autre. Oui. Merci et bravo pour cette incarnation du service public sur le terrain en tout cas. Merci à tous. On a tenu le délai et puis terminé sur réhumanisation. Il n'y a pas de plus joli mot pour clore cette masterclass. Alors, bonne continuation de NEC pour ceux qui continuent demain et après-demain, et bon retour aux autres. Et encore une fois, merci.